Ouais, 99,5%. C'était pas des chances très compromettantes, hein. Oui, c'est plutôt un double épisode de fin, mais j'ai quand même les faire l'un à part de l'autre parce que j'ai pas envie de me prendre le chou. Après, dans un sens, tout est lié. Chaque épisode suit l'autre. Il n'y a pas vraiment d'intrigues qui sont détachées les unes des autres. Dans un sens, même le délire de Bradley, en fait, c'est ce qui amène beaucoup d'éléments par la suite. Même si je trouve ça dommage qu'elle parte au bout de 2 épisodes, mais c'est parce qu'elle a tué Gil que tout ce merdier a eu lieu, en fait. S'il n'avait pas tué Gil, eh ben, il n'y aurait pas eu Zen qui aurait fait chier le monde et ça n'aurait pas autant escaladé. Et c'est ce qui va se passer en fait. Hein, va être donc Norman qui a été évidemment capturé par les hommes de Nick, qui vont le garder captif, séquestré, hein, de façon un peu pas ultra graphique, mais on sent le côté un peu crasseux de l'endroit, l'inconfort du personnage. C'est plutôt bien rendu, quoi. Il l'enferme dans une petite caisse au beau milieu des bois. Enfin, je sais pas si c'est une caisse, je sais plus comment on appelle ça, une trappe particulière. Et donc, ouais, le côté un peu insalubre du coin se ressent un peu. Et c'est pas mal fait, quoi. Pas mal de moments, ça. Et Norma va avoir un coup de fil de Nick qui lui dit qu'il est bien son fils. Alors, au début, elle se pose des questions où il est, hein, elle le voit pas, mais une fois que Nick lui dit ce qui se passe, vous avez forcé Dylan à faire ce que je lui demande. Et donc, elle est ultra stressée et elle va essayer de faire en sorte de forcer Dylan à faire ça, quoi. Elle va le voir complètement paniqué. Dylan lui dit ce qu'il lui a demandé de faire et elle est en mode, bah vas-y, fais-le. Ah, on ressent quand même la priorité pour elle, c'est-à-dire, elle se rend même pas compte de ce que ça représente de demander ça à Dylan. Dans sa tête, pour elle, le plus important, c'est sauver son fils Norman et Dylan. S'il peut faire tout ce qui est possible, il le fera. C'est secondaire pour elle à ce moment-là. Tu vois vraiment la priorité dans la considération de la chose. Et Dylan qui va essayer de faire de son mieux avec ce qu'il a. Et ouais, c'est ça, il va essayer de faire de son mieux, il va pas pouvoir faire grand-chose, hein, le pauvre gars. Hein. Il va demander une fois de plus à Jodie où se trouve son frangin pour lui dire hey, tu m'as dit que tu étais d'accord pour que j'aille jusqu'au bout, ok, dis-moi où il est. Il s'y rend et il est bien gardé. Il y a les 3 ou 4 hommes qui l'ont accompagné la dernière fois lorsqu'ils ont fait l'espèce de casse d'entrepôt là. Et donc ouais, il y allait tout seul avec sa bite et son couteau, non, hein. Il va pas trop pouvoir se faire ça. Et moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu fin parce qu'il leur apportait à bouffer. Et je m'attendais à ce que le petit rebondissement, c'est qu'il ait empoisonné la bouffe. Voilà, Zen qui se croit tout malin en disant hey, je fais gaffe à mes arrières, je vérifie si t'es armé, etc. Je suis bien protégé, il faut faire comme je dis moi, hein, c'est moi qui suis un peu le chef, contrairement à ce que dit ma sœur. Ok, je m'attendais à ce que ça lui revienne dans la gueule en disant ok, le mec qui se croit tout fier, etc. se fait avoir par un coup très simple de l'empoisonnement, mais non. Non, non, il va encore continuer à vivre. Vous savez ce qui me ferait marrer? C'est que Zen survive jusqu'à la saison 3, même qui survive jusqu'à la fin de la série. Genre, qui tiennent jusqu'à la saison 5. Si Zen tient jusqu'à la saison 5, alors je sais pas si ça me ferait plaisir. Mais punaise, je dirais respect d'avoir réussi à tenir avec un personnage aussi instable que ça à travers votre série. J'y crois pas, hein. Je pense qu'il va crever l'épisode suivant. Je ne sais pas exactement comment, mais ça me ferait bien marrer qu'il le fasse durer, celui-là. Pas forcément en bien, parce que à nouveau, je trouve pas que ce soit un bon personnage très, très recherché, mais quand même. Parce que c'est un truc qu'il y a dans pas mal de séries, quand tu sens qu'il y a un personnage qui est problématique, un peu instable, qui va tout foutre en l'air s'il continue d'exister, et ben on trouve une excuse pour s'en débarrasser. Soit il y a de bonnes raisons d'amener à sa mort, comme c'est le cas ici, hein, il y a de bonnes raisons qu'il se fasse buter d'une façon ou d'une autre, ou alors on va trouver une excuse facile. Un accident, une attaque au couteau qui sort de nulle part, ce genre de conneries, quoi, qui fera en sorte que le personnage crève. Et comme ça, il y a le drame de la mort, mais en même temps, bah, c'est pas plus mal parce que on s'est mis au dos du mur avec ce truc aussi instable. Ce qui, s'il continue à rester, ça va foutre en l'air beaucoup trop le statu quo.
Donc on peut pas gérer. Et ça se ressent tellement de façon forcée. Le premier exemple qui vient en tête, c'est Nip Tuck. Le nombre de personnages qui foutent les choses en l'air dans la vie de nos protagonistes et qui sont obligés de crever pour qu'il y ait un certain statu quo qui continue d'avoir lieu. Tu le sens clairement, le côté forcé, régulier de ça. Mais ça arrive aussi dans d'autres séries comme Desperate Housewives, à 2-3 moments, il y a des cas comme ça. Je veux dire, ce genre de truc, ça se voit venir. Donc, Zen va crever l'épisode suivant, j'en suis sûr à 99%. Mais si c'est pas le cas, je dis chapeau, respect, à un certain degré. On verra comment ce sera traité par la suite. Mais bon, ouais, il y a ce problème-là, tandis qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. On parlait rapidement de ça. Alors, du côté de Norma, eh ben, il y a Emma qui voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et elle essaye un petit peu de faire en sorte que Norma lui dise, que quelqu'un lui dise quelque chose, mais Norma dit non, hein, elle reste garde ça pour elle. Et donc elle sent qu'elle est beaucoup trop délaissée et elle décide de donner sa démission en préavis. Genre, je bosse encore un peu et puis je me barre. Et c'est vraiment une façon d'appuyer qu'elle sent qu'elle pourrait faire partie de la famille, mais on la laisse à part et elle peut pas accepter ça, elle peut pas laisser les choses comme ça. Et on sent que c'est un dernier appel à elle, un dernier appel à s'ouvrir à elle, mais bien entendu, Norma ne le fera pas. Sachant qu'elle aurait pu le faire, parce que techniquement, contrairement à la fois où elle a buté quelqu'un, c'est pas la même chose. Elle est prise un peu sous la gorge par un mec qui dirige un cartel de drogue et Norman est captif. Je veux dire, elle pourrait aider sans avoir à vous juger par rapport à vos mœurs, quoi. C'est pas comme si tu devais lui dire tout ce que tu sais sur Norman et les choses un peu graves qu'il aurait pu faire. Tu vas pas mettre Blair sur le tapis ou les problèmes de santé qu'il a maintenant que tu connais un petit peu Emma en plus. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre que Norma, au bout du compte, la laisse complètement en dehors de la chose. Et qu'elle garde seulement ça pour elle et Dylan, pour bien foutre tout le poids sur Dylan. Sérieusement, c'est celui pour lequel j'ai le plus de peine, je le redis, parce qu'il lui tombe des tonnes de crasse. On lui force tellement de responsabilités, ce gars. Donc voilà, Emma, apparemment, elle va pas tarder à quitter le coin. Il y a George qui passe, étant donné qu'il passe au mauvais moment, elle s'énerve assez vite. Et là, on va se faire foutre ailleurs, ce qui fait que c'est plus ou moins râpé entre deux maintenant. Donc c'était juste un coup d'asseoir et puis au revoir. Je sais pas s'il y a moyen de rattraper ça, mais elle le regrette après coup. Il y a Emma qui est là pour la consoler, même si elle va toujours pas s'ouvrir à elle pour ça. Va y avoir Romero qui va l'approcher en disant qu'il veut parler à Norman. Elle a trouvé une excuse, un prétexte pour dire qu'il peut pas, il est très malade, il est contagieux, et il finit par lui avouer ce qu'il sait, Romero. Il veut faire en sorte de l'interroger parce qu'on le voit rapidement au tout début demander à un vieux pote qui s'y connaît bien en détecteur de mensonges, de faire passer Norman dessus pour s'assurer de quelque chose. Et il finit par avouer un peu ce qui se passe à Norman. Et on a retrouvé des traces de son sperme sur Blair. Et ben voilà, hein, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, quoi. Qu'il m'avoue un truc, quoi. Et ouais, bon, elle en tombe des nues, hein, ça en plus, donc ça se cumule un petit peu, hein, elle est un petit peu prise sous ce poids-là. Et au bout d'un moment, le lendemain, elle finira par en avoir marre et forcer la chose. Et c'est là qu'elle finira par avouer tout, comme quoi il a été capturé par Nick et qu'ils veulent les forcer à faire des trucs pas bien. Des détails quoi. Et donc il dit je vais m'occuper de quelque chose, je vais m'occuper de ça. Ça va être Romero le sauveur. C'est comme à la fin de la saison 1, il va tout gérer avec ses grosses couilles et il va tout arranger. C'est pas impossible. Ouais, à nouveau, hein, je vous cache pas, il pète la classe ce gars, mais ouais. Je sais pas exactement ce qu'il va faire. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont réglées. Donc comme je dis, Zen, il est dans son coin. Norman est donc capturé. Il se passe quand même quelques trucs avec lui. À un moment donné, on essaye de le nourrir rapidement. Il essaye rapidement de se sauver. Mais il est vite rattrapé. Et à cause de ça, on remarque qu'il gardait sur lui, parce que j'avais même pas fait gaffe dans l'épisode précédent, le collier qu'il avait shippé à Blair, et aussi le petit article de presse avec sa photo dessus. Histoire que ce soit bien suspect, qu'on fasse bien directement le lien
Donc, ouais, il y a un de ces hommes qui rapporte ça à Nick, et c'est clair qu'il se pose quelques petites questions là-dessus. Comment ça se fait que ce type ait un collier de ma fille et un article avec sa photo dessus? C'est très étrange ça, très étrange. Il n'a pas le temps de se poser beaucoup de questions, que peu de temps après, il y a euh, Dylan qui arrive pour lui faire le topo de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, je sais où il se trouve, mais je peux pas le buter. Pas tout seul. Vous me prenez pour qui? Je suis pas Terminator, mec. Donc, peut-être que si vous me donnez des sommes, je peux faire un petit assaut pour me débarrasser de lui. Et il dit, oh non, en fait, non, tu te fous de ma gueule. Et il s'apprête à le buter. Voilà. Hein. Donc, les négociations sont terminées. Et Dylan est obligé de se défendre un peu lui-même avec un pied de biche qu'il y avait dans le coin. Parce que au bout du compte, Nick, il n'est pas si doué que ça. Je veux dire, il l'a apporté, il n'essaye pas de... Il n'y a personne aussi pour le garder, quoi. Ils sont tous les deux. Il ne demande pas à un de ses hommes de main de rester avec lui. Je sais pas, t'es pas très réfléchi sur le coup, Nick, hein. Ça va pas t'aider. Donc ouais, Dylan arrive à se défendre suffisamment pour l'assommer avec un pied de biche qui avait encore, je sais pas exactement, c'est un tisonnier. Un tisonnier. Mes excuses, c'est pas la même chose. Un tisonnier qui avait dans le coin. Et apparemment, il est bien sonné. Il est bien sonné, Nick, et il essaye de l'interroger, mais il peut pas dire grand-chose. Et étant donné que bon, ils sont pas tous seuls dans le coin et qu'il y a ces hommes qui peuvent pas tarder à venir, et ben il se barre en se disant mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire, bordel de cul. Un peu la débandade, un petit peu le bordel, tandis que alors qu'il subit en plus de ça, les intempéries qui vont avec, parce que bien entendu il pleut à ce moment-là lorsqu'il est enfermé dans cette trappe, et ben il y a Norman qui finit par débloquer ses psychéloques, si j'ose dire, sur ce qui s'est passé la nuit de la mort de Blair. Bon, il y a aussi un petit flashback sur sa mère qui lui dit qu'elle est toujours là, qu'il faut penser à elle, etc., etc. Enfin, bref, il se souvient donc ce qui s'est passé la nuit de la mort de Blair. Donc un tout petit peu plus de moments comme ça où ben, ils ont fait l'amour. Vraiment, donc elle l'a bien séduit complètement, ils ont fait un truc ensemble, et la voix de sa mère a résonné dans sa tête en disant tu sais ce qu'il faut faire. Et donc il l'a égorgé pendant qu'il faisait l'amour. Il avait un couteau pas loin, il l'a gardé sur lui, je sais pas exactement comment il a géré le truc, je trouve que c'était un peu rapidement montré quoi. Et le truc aussi qui me fait très bizarre, c'est que et les traces de son sperme exactement comment je veux dire, il est au bout de la chose après l'avoir égorgé ou pendant? Après, je sais pas, il me semble, je suis pas un spécialiste, alors là on va dans le détail, il me semble que, et même si on va pas jusqu'au bout, il peut y avoir des traces, je vais parler au détail, mais bon, bref. Ok, voilà, que confirmation évidente, je suis désolé, hein, ce qui aurait été surprenant, c'est que ce soit autre chose. Mais il a bien fait l'amour avec elle, et il l'a buté en même temps. Ça semble lui venir clairement, et je sais pas. Voilà, là je vous avoue, là j'en ai déjà parlé. Le côté, c'est déjà un psychopathe qui tue des gens avant que sa mère ne meure, avant qu'il y ait cette espèce d'emprise qui fait qu'il s'est senti obligé de se débarrasser d'elle, mais que cette emprise soit restée pour le rendre vraiment totalement dédoublement de personnalité à un niveau meurtrier comme ça. Je trouve que c'était beaucoup plus fort. Là, maintenant qu'on appuie qu'il a ces réflexes-là, ces problèmes-là, sans la mort de sa mère, c'est un peu, c'est un peu ennuyeux pour moi. J'en sais rien. À nouveau, hein, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre approche du personnage. Je dis pas, mais ouais, c'est me, ça, ça me fait pas un effet très fort. J'ai envie de dire. Je trouve que c'est ça a une certaine, ça a une certaine force, un certain poids d'appuyer que tuer la mère, ça a ouvert des inhibitions particulières chez lui parce que cette espèce d'emprise qu'elle a sur lui n'est jamais partie, vous voyez. Là, c'est pas la même chose. Vraiment pas la même chose et c'est pas aussi puissant. Mais voilà, c'est une autre approche. C'est pas mauvais en soi.
C'est juste que maintenant que apparemment c'est un peu clair dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va redevenir flou, il va oublier ça par un autre trauma. Je veux dire, je rappelle qu'il reste 3 saisons après ça, je dis ça comme ça. Ou bien il va accepter ça? Non, il peut pas accepter ça dans sa tête. Lorsqu'il est sous ses beaux jours, c'est un bon gars, donc je sais pas. Cela étant, je trouve que Nick Ford, techniquement, est le plus proche du héros de cette histoire, parce que c'est celui qui a été le plus près, pour l'instant, de se débarrasser d'un futur tueur en série. Malheureusement, il va pas y arriver, mais au moins, il y a quelque chose. En tout cas, il est toujours captif, la situation est loin d'être démêlée complètement, et maintenant que Romero est sur l'affaire, ça va, ça va filer droit, j'en suis sûr. Ça, c'est pas. Ça me fait marrer de penser ça, quoi. Que ce mec soit tellement compétent qu'il peut gérer des problèmes de ce type-là. Le problème, c'est que. Comment ça va se passer aussi avec le fait qu'il va vouloir interroger Norman là-dessus? Genre, je sais pas. Que de questions qui auront leur réponse pour le final de cette saison 2. À bientôt pour l'épisode 10. Bye!